Bonjour, alors bienvenue à Sur la route avec Marianne Hogan. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle des Drink Mix Ultra Énergie. On le sait, la digestion, c'est le nerf de la guerre en épreuve d'endurance, puis parfois, c'est difficile d'ingérer toutes les calories qu'on a besoin en aliments solides. C'est là que le Drink Mix Ultra Énergie de NAC entre en jeu. Ça vient en poudre qui se dissout dans l'eau, directement dans vos flasques. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que votre rythme de course vient continuer à brasser le contenu des flasques pour mélanger la poudre pendant votre épreuve. Mais ça, c'est un avantage un peu niaiseux qui vient de moi et que NAC vous dira pas. Blague à part. Pour 500 ml d'eau, ça vous amène 250 calories, 55 g de glucides, 8 g de protéines complètes, 650 mg d'électrolytes et 1300 mg de BCAA. C'est-tu pas beau ça? Ça vient en 3 saveurs, lime, melon d'eau et bouillon salé, question de changer le mal de place pendant les longs efforts. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nac.com et tu peux même acheter des petits paquets de dégustation pour tester avant d'acheter le gros sac. Puis si tu veux 15% de rabais, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 193e épisode de Pas sorti du bois. Ben oui, vous l'avez vu dans la promo, c'est le retour de Marianne Hogan, la série sur la route qui revient comme ça une fois par mois, 2 mois, 3 mois selon les aléas de la vie. Marianne, re-bienvenue. Allô, ça va? Ça va et toi? Ben oui, merci. Tu nous parles d'où aujourd'hui? Je suis à Font-Romeu, dans les Pyrénées, Ok. juste à la frontière là, de la France et l'Espagne. Donc, je suis arrivée ici, là, je suis venue directement ici après mon séjour dans les îles Canaries. Ouais. Et puis là, ça fait 2-3 jours que je suis ici, là, je m'installe bien. Ok, puis la température, ça dit quoi aujourd'hui? Il fait beau? Écoute, c'est sûr qu'il fait plus frais ici. Là. Je suis quasiment jalouse des gens à Montréal qui courent en short t-shirt puis on dirait que c'est les températures estivales. Ici, c'est sûr qu'on est à 2000 mètres pratiquement. Ouais, c'est Donc, ça. ouais, disons que quand tu pars le matin à 9 degrés, ça prend des gants puis un petit manteau. Là, surtout que j'arrive des îles Canaries où il faisait quand même assez chaud. Donc, le contraste est quand même présent, disons. Ouais, c'est ça, hein? Depuis qu'on s'est parlé en février dernier, il s'en est passé beaucoup de choses. J'ai le goût qu'on reparte un peu de là. À ce moment-là, je pense que tu ressortais tout juste d'un camp d'entraînement avec Salomon dans le sud de la France. On s'était jasé. Tu ressortais de Cape Town aussi, on s'était jasé. Parle-moi de la vie de nomade. Tu nous avais dévoilé ça à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe pour toi depuis ce temps-là? Ouais, ben écoute, c'est drôle parce que je trouve pas qu'il y a beaucoup de changements de mon côté, dans le sens que je continue en fait de voyager avec les courses puis les différents endroits en fait que la vie m'amenait. C'est juste que je prolonge mes séjours puis je fais peut-être moins en fait je fais moins de voyagement parce que ça me permet de rester plus longtemps aux endroits que j'allais visiter de toute façon. Donc j'aime vraiment ça. En fait, je trouve ça cool. Comme là, c'est ça après qu'on se soit parlé, j'ai passé du temps un peu en France, là, près d'Annecy. Et puis après ça, on a eu notre camp d'entraînement Salomon qui a eu lieu en Corse. Ah, ça a l'air Magnifique. magnifique. Ouais. Ouais, c'était trop beau, une île. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Tu vois, encore une fois, j'ai prolongé un peu mon séjour là-bas. Et puis j'en ai profité. Là, c'est super beau autant pour faire du vélo que pour faire de la course à pied. Puis c'est sûr qu'on a eu un très beau camp d'entraînement avec l'équipe. Et puis par après, je suis allée directement aux îles Canaries. En fait, la raison pour laquelle j'y allais, c'était surtout pour la Transvulcania qui a lieu sur l'île La Palma. Mais j'ai décidé d'aller passer du temps un peu avant à l'île de Tenerife, qui est juste l'île d'à côté, où il y a un volcan Teide. Puis moi, j'ai eu la chance d'habiter là vraiment sur le pied du volcan pendant 3 semaines. Et puis, c'est vraiment une expérience hors du commun. Là. C'est vraiment des paysages qui sont complètement différents de ce à quoi on est habitué habituellement. Et puis, j'en ai bien profité. Je t'avouerai que j'ai eu des super belles semaines d'entraînement. Puis, j'ai eu des coéquipiers aussi qui sont venus se joindre à moi. Donc, j'ai passé des beaux moments là-haut. Et puis, donc, ça a été des beaux derniers mois là, depuis que je t'ai parlé. C'est sûr que j'ai été très occupée, disons.
On a vu que côté entraînement, beaucoup de vélo. On continue de te suivre, bien sûr, puis on voit que le vélo prend une grande part dans tes entraînements. Beaucoup d'entraînements dans des terrains qui peuvent ressembler aux courses que tu fais. Fait que tu sais, des terrains alpins, des entraînements en altitude. Je le voyais, le volcan, le Teide, c'est 3700 mètres. C'est quand même de la haute montagne. Tu parlais de camp d'entraînement, tu parlais de coéquipiers. On t'a vu beaucoup t'entraîner avec des gens qu'on connaît depuis longtemps dans le trail, des Thibaut Barognan, des Camille Brouillard. J'ai le goût de t'amener sur le sujet de qu'est-ce qu'on apprend de ces gens-là. Tu sais, toi, tu t'entraînes avec ces gens-là, tu as l'air d'avoir beaucoup de plaisir, ça a l'air d'être devenu des amis. C'est des gens qui ont une grosse expérience en trail depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as appris dans les derniers mois par rapport à notre sport ou par rapport à la vie en général de Thibaut et de Camille? Oui, ben je pense que les deux m'apprennent des choses différentes. Les deux ont leur propre approche au sport. Puis c'est sûr que ça aide beaucoup, ça facilite beaucoup la vie quand on partage nos vies avec des gens qui ont des objectifs communs. Et puis des personnalités aussi qui sont semblables. Là. Et pour moi, j'ai la chance là, avec ces deux individus que j'affectionne beaucoup. Et donc, je pense qu'en premier lieu, c'est sûr que ça aide beaucoup d'être sur le même rythme. Donc, en fait, quand je suis avec eux, c'est sûr que l'entraînement, c'est définitivement la chose principale dans la journée. Et puis, on fait tout en notre possible pour s'assurer de prendre les bonnes décisions pour les choses qui vont autour de ça. Puis ça aide quand tout le monde est aligné à ce niveau-là. Mais je pense que les deux m'apportent beaucoup plus que ça, évidemment. Là, c'est sûr que ils ont de l'expérience et puis ils ont une sagesse que je n'avais pas préalablement. J'ose espérer que je commence à la développer, mais les deux, je pense qu'il y a une approche du sport qui est beaucoup plus raisonnable que moi. Okay. Et puis, je pense que c'est jumelé aussi avec leur longévité dans le sport. Et puis, c'est bien, en fait, pour moi, des fois, de rebondir avec eux, bien que j'ai mon entraîneur avec qui je peux rebondir, mais c'est bien, en fait, d'avoir ces personnes au quotidien qui peuvent t'aider à prendre les bonnes décisions, à savoir ce que c'est ça que tu devrais faire aujourd'hui, comment tu devrais réagir. Et puis, ce que j'aime aussi avec les deux, c'est que c'est deux individus qui aiment beaucoup cuisiner, puis en fait, avec qui c'est facile de vivre. Et puis, ils font aussi tous les petits détails qui font en sorte que tu peux bien progresser dans le sport. Et puis, ça aide beaucoup, tu sais, quand on est là, les deux, à faire les petits détails. Je pense que, tu sais, ne serait-ce que du yoga, de l'étirement, les petits exercices qui peuvent t'aider. Tu sais, le soir, au lieu de nécessairement regarder la télé, ben on fait les exercices puis on se parle ou même tu sais, ça peut être on fait les exercices après on joue à des jeux de cartes, mais l'idée c'est juste que on est quand même aligné là sur nos objectifs et puis on est là pour se soutenir là dans cette période-là. Ouais, vous tirez tout le monde un peu vers le haut, dans le sens où je pense que tu sais, l'étirement, faire du foam roller, faire du renforcement musculaire, je connais pas de coureur que c'est sa partie préférée, mais je suppose que quand tu le fais en gang, puis quand quelqu'un fait allez la gang, là, on le fait, on se part 30 minutes, puis on s'amène tout le monde là-dedans, ça doit aider versus être seul ou tu sais pas être avec des coureurs qui ont à le faire, puis juste de se dire ok, je prends 30 minutes de mon temps pour le faire, je pense que c'est difficile pour tout le monde. En tout cas, moi, tout le monde à qui je parle, c'est une portion qui est difficile. Fait que là, vous vous tirez un peu tous vers le haut de cette façon-là. Oui, ben moi je pense que en fait je pense que ce qui influence le plus nos vies, c'est vraiment les gens avec qui on s'entoure. Donc, moi, c'est toujours des décisions que je prends, que je dirais pas que je prends à la légère, dans le sens que je pense que ça, les gens qui m'entourent, en fait, sont en grande partie les raisons de mes réussites. Et puis, sont là aussi pour mes défaillances, si on veut. Mais donc, ça, c'est sûr que je trouve ça important. Mais encore plus, en fait, je trouve ça flagrant dans le sens que, tu sais, souvent aussi, tu veux aller socialiser avec les gens parce qu'on est être humain puis on aime ça socialiser. Mais nous, en fait, on n'a pas besoin d'aller socialiser parce qu'on est là entre nous et on peut faire les choses en socialisant. Donc, je pense que c'est comme deux côtés positifs. Et puis, des fois, c'est moi qui va s'étirer, puis ça va influencer l'autre personne à le faire, ou tu sais, puis je dis, mais des fois, c'est moi qui va vouloir faire du yoga, ou des fois, c'est moi qui va vouloir, peu importe c'est quoi, tu sais, le comportement qu'on fait, mais tant qu'on continue de s'influencer de façon positive, je pense que on a une belle influence les uns sur les autres. Et puis, je trouve ça cool aussi de vivre dans cet environnement-là où tu te réveilles le matin, puis tout le monde est là, bon, OK, c'est quoi, quel est l'entraînement du jour, puis tout le monde est conscient que c'est ça le focus premier pour tout le monde, dans le fond.
Ouais. Tu parlais de sagesse qui t'influence à devenir une coureuse ou une athlète plus sage. Ça m'a fait rire parce que j'ai écouté le documentaire qui vient de sortir, Petit train volant. On en reparlera tantôt sur ton Ultra Trail Cape Town. Puis, je veux dire, on se parle souvent, podcast ou pas, on s'écrit. Je veux dire, je l'ai suivi, ta progression depuis ta blessure, puis le retour à la course, le retour à Cape Town. On a jasé, il y a des épisodes là-dessus. Mais ça m'a comme, avec du recul, fait « Oh shit, c'est vrai que c'est venu vite après ». Tu sais, que Cape Town, t'as réussi à revenir de cette année de blessure-là, où t'avais fait le Speed Project, t'avais fait le marathon de Boston quand même au printemps, un été, t'as descendu mais t'as remonté la pente. Cape Town, ça vient vite, puis le film m'a fait réaliser, c'est revenu vite. Puis je remontais un peu tantôt pour me préparer pour l'épisode, tes dernières semaines, tes derniers mois sur Instagram, en me disant, OK, je te suis, mais il y a quelque chose que j'ai loupé, quelque chose qui pourrait être intéressant, les camps d'entraînement, les courses. Puis tu parlais de ton 1 an depuis ta blessure. Y a-tu des moments dans les derniers mois où tu as senti cette sagesse-là, que sur une décision que tu as prise ou sur une réaction que tu as eu à quelque chose, tu te dis, l'ancienne Marianne n'aurait pas fait ça de cette façon-là? Oui, ben, à maintes reprises, je pense. Puis comme je t'ai dit, c'est vraiment les personnes qui m'entourent. Je pense qu'ils me poussent à essayer de me poser la question, OK, est-ce que c'est vraiment ça que tu devrais faire? Est-ce que c'est... et donc, je pense qu'aussi dans la position où je suis actuellement, comme par exemple, je viens d'avoir une Transvulcania qui était peut-être pas nécessairement à la hauteur de mes attentes. Et puis, ce serait facile de se tourner de bord puis de dire, OK, ben visiblement, la préparation était pas bonne, donc je dois mettre les bouchées doubles. Mais en réalité, c'est vraiment pas la chose à faire. Puis je pense qu'une Marianne dans le passé aurait probablement tourné vers cette vers cette philosophie-là. Ouais. Mais en réalité, il faut qu'au quotidien, tu t'évalues un peu comment ton corps va et puis juste s'assurer qu'il n'y a pas de douleur, qu'il n'y a pas une fatigue chronique, qu'il y a pas, que tu prends. En fait, qu'à chaque jour, tu prennes une une bonne décision qui vient améliorer peut-être de 1% ta récupération. Je pense que ça peut avoir un gros impact. Et puis, dans le passé, c'est sûr que c'est pas nécessairement quelque chose que je faisais. Et puis, Ouais. j'écoutais pas nécessairement non plus les signaux que mon corps m'envoyait. Et puis, ouais, avec du recul, c'est sûr que l'année 2023, en début d'année, c'est sûr que j'écoutais pas du tout les signaux de mon corps. Et puis maintenant, tu sais, les choses vont tellement bien que mon corps a même pas besoin de m'envoyer des signaux. Donc, ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, mais je pense que je vais être aussi mieux équipée la prochaine fois que mon corps, effectivement, va m'envoyer des signaux en me disant, là, il y a un gros flasher, Ouais. les quatre flashers sont allumés, puis il faut se mettre sur le bord de la route, là, disons. Ouais, quand la lumière rouge va allumer dans le panneau de bord, tu vas comme pas mettre un tape par-dessus. Hein. Ouais, exactement. On réduit ça quand même à sa plus simple expression. C'est pas ça qui s'est passé, mais je comprends que cette sagesse-là fait son chemin. Tu disais aussi, on en a parlé, tu sais, l'entraînement de qualité versus quantité. Tu étais quelqu'un qui affectionnait beaucoup le gros volume, les grosses semaines. On parlait beaucoup de vagabondage, de partir puis de faire du gros volume à faible intensité, mais de mettre des 150, 200, je sais pas combien de kilomètres par semaine, qui est une préparation qui a ses preuves, fait ses preuves que pour de l'ultra, ça peut fonctionner, mais on voit en ce moment une transition chez beaucoup d'athlètes vers un entraînement plus qualitatif que quantitatif, du cross-training. J'ai envie de te poser la question, tu le disais, la Transvulcania, on y reviendra, mais ça n'a pas été une course optimale. L'ancienne Marianne, elle serait repartie en se disant, OK, là, moi, ma recette de gros volume, elle marche. Ça n'a pas marché pour la Transvulcania avec la qualité, fait que je retombe dans la quantité. C'est ça que tu penses que tu aurais pu repartir? Oui, j'aurais pu. Je te dirais pas non plus que je m'en vais pas complètement dans cette direction-là, mais je pense qu'il faut, tu sais, il faut juste aussi être conscient que la Transvulcania, c'est pas non plus l'UTMB, c'est pas la Western States, c'est pas la Cape Town, même en termes de distance. Là, c'est plus court. C'est une course qui requiert plus de préparation qualitative. Chose que j'ai faite. Je pense que j'ai développé en tant qu'athlète en faisant la préparation complète, mais je pense que là, il était je peux tourner la page sur cette préparation-là, puis m'enligner plus sur mes plus gros objectifs de l'année qui, effectivement, retournent plus autour de l'UTMB. Et donc là, c'est sûr qu'on va tourner puis aller plus vers du quantitatif. Et puis, c'est pas pour dire que ça n'a pas été une marche qui était nécessaire et même pas nécessairement nécessaire, mais qui était bonne pour aller vers le... Parce que c'est pas non plus comme si on peut faire du volume à volume à 100% tout le long de l'année. Là. Donc, Ben non, c'est ça.
C'est sûr que donc oui, effectivement, j'ai travaillé beaucoup de qualitatif. Je pense que je vais en ramasser les bénéfices, même si j'aurais peut-être aimé ramasser plus de bénéfices à la Transvulcania. Mais il faut pas il faut continuer de penser plus à long terme. Et puis tu sais, le bloc d'entraînement que j'ai fait n'est pas tombé à l'eau juste parce que j'ai eu une moins bonne journée le jour J de la course. Le bloc d'entraînement que j'ai fait quand même demeure c'est choses que j'ai faites et donc Ouais. ça fait partie maintenant de mon de mes progrès et puis maintenant c'est sûr que la préparation va être un peu différente bien que c'est sûr qu'on va garder du qualitatif parce que je pense que ça peut quand même continuer de m'aider à m'améliorer. On voit beaucoup, tu sais, il y a quand même une spécialisation par distance dans le sport qui est plus présente qu'avant. J'ai l'impression que si on regarde les résultats d'il y a 10 ans, Transvulcania était une course très préparatoire pour l'UTMB, bien que 100 km plus courte. Ça reste qu'on voyait des gens avoir du succès sur des courtes distances, sur de la longue distance. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, le sport se spécialise, le type d'entraînement se spécialise, puis les athlètes se surspécialisent, ou en tout cas, c'est plus difficile, j'ai l'impression, d'avoir du succès dans plein de sortes de distances parce que t'as même beau t'entraîner pour du 100 km, du 100 000, si tu fais une course préparatoire sur un marathon de montagne, il y a des gens qui sont là puis que depuis 5 ans, ils dédient 100% de leur entraînement à du 42 km. Fait que c'est dur d'arriver avec une préparation plus pour du long puis de performer ou d'avoir des grosses performances là. T'sais, on l'a vu l'année que Mathieu ces deux podiums à l'UTMB récemment. Dans l'année avant, il avait fait des distances. Mathieu Blanchard, là, juste pour être sûr, on parle de Mathieu de même, mais pour les gens qui écoutent, on parle de Mathieu Blanchard. On l'a vu aller sur des formats plus courts, je mets des guillemets, mais sur du 50 kilos, du 70 kilos, puis justement avoir des bonnes journées, mais d'avoir aussi des moments difficiles parce que l'entraînement n'est pas surspécialisé pour ça. Sentais-tu que la Transvulcania, c'était la bonne course à faire pour la préparation vers l'UTMB? Ben, c'est sûr que c'est une course qui m'a bien motivée. J'étais très excitée à l'idée d'aller passer du temps sur les îles Canaries. Donc, je pense que dans cette optique-là, je pense que ça a été très positif. Ça m'a permis de faire de la belle entraînement en altitude et puis une préparation plus rapide en début de saison pour essayer d'aller travailler justement cette partie-là de l'entraînement. Je pense que la Transvulcania en tant que telle, c'est sûr que c'était pas nécessairement, en fait, c'est vraiment pas une course qui met mes forces de l'avant et même je dirais le contraire, ça met toutes mes faiblesses de l'avant. Et puis je pense que c'est important aussi je pense que évidemment quand j'ai traversé la ligne d'arrivée puis j'ai eu des émotions un peu, je pense que c'est peut-être pas un sentiment de succès que tu as instantanément, mais je pense que faut se rendre à l'évidence puis se dire que ben les faiblesses sont quand même importantes à travailler également. Et puis donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué en ligne de compte, mais je pense qu'à de prime abord, le parcours en tant que tel peut être très traître. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, peut-être, tu te rentres 4000 mètres de dénivelé positif en peut-être 45 km, et puis après ça, c'est une énorme descente. Et puis, en fait, le dénivelé positif est dans le sable et incroyablement, en fait, ouais. Et puis, moi, j'ai trouvé ça très difficile parce que, ben, avec mon pied, où que j'ai eu les opérations pour ma jambe, qui est un peu vers la droite, là, en fait, c'est très difficile pour moi de courir dans le sable. Je pars pied très facilement et je suis pas capable, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à courir dans le sable, en plus en montant pendant environ 4000 mètres continus. Donc, j'ai eu peut-être une portion de la course que j'ai trouvée très difficile, puis qui m'a juste, en fait, qui m'a assommé, disons, là. Ah ouais. Ouais, donc, je suis contente de l'avoir fait. Puis peut-être les 5 minutes après que j'ai traversé la ligne, je me suis dit que je ne voudrais plus jamais refaire la course. Mais après ça, avec Thibaut, qui a aussi une course, en fait, une fin de course un peu, en fait, une fin de course décevante pour lui, là. On va se le dire. On a tous les deux décidé qu'on voudrait y retourner. Puis je trouve ça correct de se dire que je trouve ça correct aussi qu'on s'aligne pas juste sur les courses où on a des chances de performer. Je pense que c'est bon aussi qu'on essaie un peu tout. Il faut se rappeler aussi que, en fait, tout le monde peut faire le sport pour des raisons différentes, mais moi, je fais le sport aussi pour vivre des aventures puis découvrir des nouveaux endroits. Donc, je pense que dans cette optique-là, j'ai définitivement coché les deux cases. Puis en bonus, ben, je suis allée travailler mon fitness et mes faiblesses. Donc,
Ouais, puis on parlait je posais la question de manière très technique par rapport à parcours, distance versus l'objectif, mais on l'entend bien, tu le dis aussi dans le documentaire qui vient de sortir, que si tu as le choix entre une course seul quelque part qui te tente ou une course avec des amis qui sont là, tu vas toujours choisir la course où il y a des amis, tu sais. On a appris à te connaître aussi, puis on le voit que le choix des courses, il y a la destination, il y a le côté compétitif d'aller se pousser quelque part, mais il y a aussi tout le reste, le côté humain, le côté expérience culturelle, là. Ouais, exactement. Ça a l'air d'être mission accomplie pour La Palma. Ouais, c'est mission accomplie. Puis le Ténérife aussi, c'est magnifique. C'est vraiment des régions qui sont complètement différentes, en fait, de ce qu'on a au Canada ou même aux États-Unis et l'Europe. Là, je veux dire, le sol volcanique, c'est quand même assez particulier. Donc, j'ai pu le voir là, autant au Ténérife qu'à La Palma. Et puis, c'est cool aussi quand tu te rends dans une destination comme ça, ou La Palma, où tu sais, tu sors de l'avion, puis l'aéroport est rempli d'affiches de la Transvulcania. Tu sais, ça montre juste que partout sur l'île, en fait, cette 20 semaines-là, c'est focus la course, puis c'est beau à voir. Tu sais, les gens sont fiers d'avoir complété la course. Il y a plein de gens qui ont le tatouage Transvulcania sur le mollet gauche, un peu comme Ironman. Tu sais, c'est une intensité qui fait plaisir à voir. Puis ça s'est senti là pas mal tout le long sur le parcours là. Mais je pense qu'il y a ça, tu l'as vécu à La Réunion en 2019, puis tu sais, moi j'ai parlé avec des gens qui sont allés à Madère, la Trans-Grande Canaria. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport aux insulaires qui reçoivent une course. Tu sais, c'est des tout petites régions très touristiques, mais ça reste que la course traverse l'île. Tout le monde qui vit là est au courant d'une manière ou d'une autre parce qu'on n'est pas c'est pas une course au milieu des Alpes où justement il y a quelque chose qui se passe chaque fin de semaine puis il y a de l'action autour. Là, pendant une fin de semaine, pendant une semaine, l'île au complet vibre au rythme de la course. Fait que c'est sûr qu'il doit y avoir une intensité vraiment tripante. Là, tu l'as vécu à La Réunion. Ça se compare-tu? Oui, ça se compare. C'est très similaire, en fait, j'allais le dire si tu si tu l'avais pas mentionné, mais ouais, tu sais, à la ligne d'arrivée, les gens sont, tu sais, les gens sont dans la ville pour un peu assister au spectacle. Et puis, la ligne d'arrivée, c'est un peu une fête qui dure 3 jours, là. C'est définitivement une course que je recommande, bien que sa difficulté n'est pas à négliger. Ouais, c'est ça. C'était un plateau féminin très relevé, masculin aussi, mais là, on va parler de ta course. Il y avait Ruth Croft qui était là, il y avait Ida Nielsen qui l'avait déjà remporté, il y avait Ekaterina qu'on te voit dans le documentaire, on va finir par en parler. Pour vrai, ce documentaire, ça fait comme 3 fois j'en parle en 15 minutes, mais dans ce documentaire-là, on te voyait justement à l'Ultra Trail Cape Town un peu échanger de place avec la Russe. Il y avait aussi Katrina Hartmut, Azara Garcia. C'est un gros plateau féminin. Parle-nous de ta course sur la ligne de départ. Comment tu te sentais? L'entraînement, t'es au point? Tu avais des bonnes sensations? T'étais prête? Ouais, l'entraînement était au point. J'avais des bonnes sensations. Comme je t'ai dit, j'avais des réticences par rapport à la montée, mais j'étais prête à l'affronter. Tu sais, ça faisait mentalement plusieurs mois que je me préparais à ça. Donc, je me sentais bien. Mais c'est ça, en fait, c'est que ça s'est corsé un peu dans le processus. J'ai aussi, tu sais, on parle beaucoup de apport nutritionnel durant les courses, puis j'ai essayé un peu là, d'augmenter mon, surtout pour un effort plus intense et plus court, j'ai essayé d'augmenter mon apport nutritionnel et puis j'ai l'impression que ça a joué beaucoup. En fait, je pense que j'ai peut-être un peu trop poussé la machine à ce côté-là. Donc, je suis contente en fait de l'avoir testé puis peut-être me dire que si je veux pousser mon corps à assimiler X nombre de glucides à l'heure ou X nombre de calories à l'heure, je pense que c'est quelque chose que je devrais pratiquer encore plus à l'entraînement. Donc, ça m'a fait réaliser ça parce que j'ai eu la difficulté. C'est sûr aussi qu'une grosse partie de la course se fait en altitude, donc c'est pas facile. Ouais. Mais c'est quand même un bon défi de se dire, on va faire une course dont le rythme est beaucoup plus rapide. Tu me le diras, mais j'ai l'impression que sur un 70 kg, le rythme doit être beaucoup plus rapide que sur un UTMB ou un effort de 100K, 100 000, où justement, c'est un effort de plus de 24 heures. Là, c'est rapide, ça se gagne en 8 heures, 9 heures. C'est beaucoup de vitesse. Mais là, de vouloir aller chercher plus de nutrition, c'est un bon défi parce que souvent on se dit tout le temps c'est dans les montées quand c'est plus facile de manger parce qu'on est à un rythme plus bas. Là, c'est de dire pour soutenir cet effort-là rapide, il faut que je mange plus. Fait que c'est un bon défi, là. Ouais.
Oui, c'était un bon défi. Puis encore une fois, je pense qu'il faut qu'on prenne le positif de tout ça, puis juste que je me dise, OK, c'est bien que je l'ai testé. Ouais. Faut que je réajuste soit à l'entraînement ou la prochaine compétition si j'ai pas eu le temps de bien le pratiquer à l'entraînement parce que c'est sûr que ça peut avoir un effet. D'autres choses aussi, une autre erreur que j'ai fait, puis là, je le reconnais avec du recul, je pense que c'est assez évident, là, mais dans le fond, l'année passée, c'était une course vers UTMB. Ouais. Et puis les règles étaient vraiment différentes. Et puis la règle l'année passée, c'était sûr que fallait, si tu partais avec les bâtons, fallait que tu finisses avec les bâtons. Et puis ben, cette année, la Transvicana est sortie du circuit de l'UTMB. Puis moi, j'avais juste assumé que la règle était la même. Et OK. puis on avait décidé avec mon coach que probablement que les bâtons, c'est parce qu'il y a aussi des sections où tu n'as pas le droit d'utiliser les bâtons en montée pour préserver le sol volcanique. Et donc, on avait décidé que ça valait pas la peine de les avoir. Par contre, je suis partie sur la ligne de départ et puis tout de suite, dans les 200 premiers mètres, je remarque que beaucoup de gens autour de moi ont soit les gants Lecky autour des mains, mais pas les bâtons sur le dos ou ont un sac vide de bâtons. Et donc là, et puis moi, j'avais pas du tout amené les bâtons avec moi. Et puis, c'est sûr que, en fait, les bâtons, là, ils m'auraient tellement aidé, Ben là. là, tu le disais 4000 mètres sur le premier 40 kilos? Ouais, je sais pas c'est quoi. Tu montes, dans le fond, tu montes environ 2000, tu redescends un peu, puis là, tu remontes un autre comme 1500. C'est Aïe, vraiment. aïe. Et puis, c'est à peu près ça, là. Et puis, et donc, c'est sûr que, puis, tu sais, en rétrospect, je me dis, c'était tellement la base, j'aurais tellement dû amener les bâtons. Je les ai pas amenés. Puis c'est aussi, faut travailler mentalement quand tu réalises aussi rapidement dans la course que tu as fait une erreur qui peut quand même te coûter. C'est juste, faut que tu restes dans la game. Ouais. Et puis, l'autre chose aussi, l'autre dimension que j'ai trouvée intéressante qui vient jouer un peu avec la façon dont je fais les courses, c'est, moi, c'est sûr que je suis relativement parlant, je suis une meilleure descendeuse que je suis une monteuse. Et puis là, c'est difficile parce que la première, peut-être deux tiers, voire trois quarts de la course, c'est de la montée. Puis après ça, c'est la descente. Et donc, c'est comment tu peux rester, dans le fond, mentalement présente en sachant que, ben, toi, en fait, tu peux miser vraiment plus sur sur la dernière partie. Et puis, ça a été juste ouais, ça a été une dimension différente parce qu'habituellement, tu sais, pour toutes les autres courses que j'ai faites, tu montes, tu descends, tu montes, tu Ouais. descends. Mais là, c'est vraiment, comme je pense que la course, ça m'a pris 8h50, puis tu vois, j'étais au point culminant après 6 heures. 6 heures, donc, tu sais, le ratio est vraiment pas le même. Et puis, Ouais. Ça ça doit être fait dur juste, rester motivé mentalement pendant 6 heures de se dire mon bout de sang vient, mon bout de sang vient. Dans ouais, 4 heures, dans 3 heures, dans 2 heures. ouais. Donc, ça a été difficile, mais comme je te dis, je pense que j'en ai beaucoup de positifs à en tirer. Puis, et puis, dans tous les cas, ça a été un bon entraînement. Puis, je vais probablement y retourner, effectivement, voir si après, tu sais, régler un peu les erreurs que j'ai commises la première fois, puis voir si je pourrais pas améliorer, améliorer la performance globale. Mais en réalité, ça a été une belle expérience. Puis j'imagine que ça va quand même payer pour la suite. Ben oui, c'est sûr. Puis on en parle, t'en parles comme d'une déception, puis c'est sûr que toi, tu l'as vécu parce que t'avais un entraînement optimal, tu disais j'arrive prête, puis c'était une journée difficile dans le bois, comme on dit. Ça demeure qu'une 6e place dans un field comme ça demeure que de se rendre au bout de cet effort-là sans grand bobo, de pouvoir profiter d'un entraînement avec une sortie longue avec ou sans dossard, c'est quand même que du positif en préparation de ce qui s'en vient, là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En fait, la partie de l'histoire que j'ai pas racontée, c'est que à la descente, en fait, je me sentais bien, je descendais bien, puis à un moment donné, ben, j'ai des problèmes avec mes chevilles, là, donc je les tape, et puis je pense que mon tape était trop serré, puis j'ai commencé à avoir des petits problèmes au niveau de mes orteils où je les OK. sentais plus trop. Et puis, dans des sections techniques, j'ai tombé, mais vraiment, vraiment solide, 3 fois de suite. Et puis, ça m'a vraiment assommé. Je pense aussi que tu sais, quand tu descends quand même assez rapidement dans une section technique, puis là, tu tombes assez fort sur des roches volcaniques. Et en fait, je me suis explosé le coude. J'ai passé toute la semaine de mon coude. En fait, là, tu le vois pas, mais d'ici à ici, il est tout bleu. Ah Et ouais. puis, ouais, ça m'a vraiment sonné. Puis, j'ai l'impression que ça m'a aussi comme, en fait, sorti un peu de la course. Puis, ça a pris du temps avant que je revienne dans la chose. Donc, ça aussi, ça a été une expérience. Et puis, en fait, c'est
entre deux fois où j'ai tombé que Ekaterina est passée à côté de moi, puis elle m'a dépassée à pleine vitesse. Et puis, j'ai pas du tout été capable de... En fait, mon cerveau, il assimilait pas encore Ouais. où est-ce qu'il devait mettre ses pieds pour ne pas retomber encore une fois. Donc ouais, ça a été une partie de la course qui est encore difficile à, difficile à encaisser, disons. Tu le disais tantôt, on t'a vu émotive à la ligne d'arrivée. Puis c'est quelque chose qu'on t'a pas vu souvent arriver puis avoir les émotions justement qui remontent. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais ce qui explique à cette ligne d'arrivée-là, à la sortie peut-être d'une très longue et profonde pain cave, c'est les émotions qui sont remontées? Oui, ben je me suis posé la question. Je pense que en fait, je pense qu'il faut que je réalise aussi que j'investis probablement beaucoup de de mon cœur et mon cerveau à cette pratique qu'est l'ultra l'ultra running. Et puis je pense qu'on se met des grosses attentes. Et puis on se met aussi beaucoup dans le dur. Comme je pense que ça a été très difficile pour moi la course, point de vue physique, autant, comme je t'ai dit, ma tombée, elle m'a fait beaucoup plus mal que je pense que ce que j'en ai laissé transparaître. Et puis, quand j'ai traversé, en fait, je me sentais quand même bien parce que les derniers kilomètres, je pense que c'est les kilomètres où je me suis sentie le mieux dans toute la course. Ah oui. Je pense que, ouais, j'ai commencé à me sentir mieux, puis c'était plus roulant. J'étais sortie un peu du moment plus difficile. Et tu traverses la ville, il y a plein de gens, tout le monde t'encourage et c'est super positif. Mais quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, j'ai vu toute ma crew qui était là et Thibaut qui était là. J'ai comme eu un moment où je sais pas, on dirait que toutes les émotions sont juste sorties d'un coup. Et puis, c'est comme si eux allaient comprendre que j'étais déçue parce qu'on avait, on avait travaillé pour, on avait fait le crew ensemble, puis effectivement, j'avais partagé mes objectifs avec eux. Et puis, c'est comme si je me suis permis d'être triste avec eux d'un seul coup. En fait, les émotions sont sorties. Puis c'est ça qui est drôle, c'est sûr que les photos ont été prises tout de suite quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, mais 3 à 5 minutes après, j'étais correcte, puis Ouais. j'avais laissé sortir les émotions au- dans le fond, que j'avais pris le temps d'accumuler depuis les 9 dernières heures là, de la souffrance, des 9 dernières heures, mais aussi des dernières semaines, voire mois d'entraînement dans le fond, travaillaient pour ça. Puis, dans le fond, c'est sûr que j'ai été déçue. Euh, mais après, en fait, je trouve ça important aussi de se rappeler que j'ai la chance et le privilège de faire ce que je fais au quotidien. J'adore en fait m'entraîner, j'adore le rythme de vie que j'ai actuellement. Et puis, je peux pas laisser une déception d'un jour venir mettre un nuage sur les prochaines semaines, voire mois d'entraînement. Je pense que c'est important que je sorte les émotions que j'avais clairement. Mais c'est important aussi que je les sorte pour que je puisse par après tourner la page, chose que j'ai fait quand même assez rapidement. Puis Ouais. ça m'a fait reste, du bien, je pense. ça reste une journée à travers des semaines et des semaines, des mois de préparation. Des fois, c'est pas tout qui est aligné en même temps, la même journée. Puis il y a des choses qui expliquent, il y a des choses qui s'expliquent pas. Puis c'est tout, c'est une journée comme une autre, là. Ouais. Mm. Ouais. Hey Marianne, on va se prendre une petite pause pour un message d'un partenaire, puis on se parle de l'autre côté. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagnon. On a reçu une question super intéressante. Comment on reprend l'entraînement après un gros défi ou un gros objectif? Le mot gros défi ou gros objectif est très personnel à chacun. Hein. Ça peut être en nombre de kilomètres ou en intensité. Fait que la clé de ça, c'est de savoir s'écouter, d'écouter notre fatigue, tant physique, physiologique que psychologique. Le premier bon indicateur qui indique qu'on peut reprendre, c'est notre désir de recourir. T'sais. C'est certain que si on a le goût, si on n'est pas blessé, on peut reprendre plus rapidement que si on ressent une fatigue à la fin de nos journées de travail normales. Fait que ça dépend vraiment de chaque individu. Faut pas oublier aussi que oui, la course c'est notre sport préféré, mais qu'il y en a d'autres des sports. T'sais. On peut se donner, si on n'a pas un autre objectif à court terme, on peut se donner un moment pour pouvoir aller nager, faire du ski de fond, juste aller marcher aussi. Fait que c'est à chacun de s'écouter et d'être honnête envers soi-même. Très intéressant. On écoute Natacha là-dessus, tout le monde. Merci. Mais on s'écoute avant d'écouter Natacha. C'est ça, on s'écoute, on t'écoute pour s'écouter. OK, c'est bon. Merci. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, les prochains mois en vue de l'UTMB?
Ouais, ben en fait, j'avais planifié faire la Swiss Canyon Trail. En fait, je planifie faire la Swiss Canyon Trail, qui est très rapidement, en fait, qui venait 4 semaines après la Transvulcania. Donc déjà pratiquement dans 3 semaines. Euh, Et donc, c'est vraiment la chose que j'ai. Donc là, je suis à fond remue pour les 3 prochaines semaines. En fait, je suis ici avec Camille parce que elle prépare la Hard Rock Mhm. au mois de juillet. Puis moi, je vais la pacer. Puis c'est sûr que il va y avoir de l'altitude, il va y avoir de l'altitude en masse. Donc, on est venu travailler ça ici. Donc, on est à une base de 1800, mais on a aussi accès à le centre d'entraînement ici qui nous permet d'aller s'acclimater plus haut. OK. Et puis par après, c'est ça. Donc, je vais revenir en fait, je vais revenir au Québec pour une semaine juste de passage là, en allant au Colorado voir ma famille, voir mon petit neveu et mes nièces que j'ai pas vu depuis un petit bout. Et puis en même temps, ça va me donner du temps pour récupérer là après la Suisse canadienne. Et puis je vais passer en fait tout le mois de juillet au Colorado. Donc je vais faire la Hard Rock, mais je vais rester aussi par après. Je pense que le Colorado c'est un très beau, une très belle base d'entraînement. J'ai mes amis là-bas, évidemment. Puis, encore une fois, c'est en altitude et j'aimerais ça en profiter avant de revenir en Europe début fin juillet, début août, où on aura un camp Salomon, un camp d'entraînement là, en préparation de l'UTMB. Et puis, ben, par après, ce sera très rapidement l'UTMB. Quand je dis ça comme ça, on dirait que ça va passer très vite, mais j'ai très hâte. Là, je pense que ça va être un bel été. Ouais, vraiment, tu fais comme te poser à différents endroits, rester un mois au Colorado, là, c'est sûr que côté altitude, tu vas être servi, là. Ouais. La Swiss Canyon Trail, tu fais quelle distance? Je fais Ils disent que c'est une 111, mais je pense que c'est une 115, donc OK. la plus longue distance, disons. Ouais, Classique trail où 115 la kilomètres. distance est écrite sur le site, la distance sur la montre, puis la distance finale, tout ça est différent. Ouais. Ah, C'est entre 110 et 115 kilomètres, voilà. disons. Tu pars mindé pour 120, fait que dans tous les cas, ça va être moins. On verra. Ouais. Co- co- Je te reviendrai pour la distance Ouais, finale. c'est ça, exactement, on s'en reparlera. Côté terrain, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est un terrain qui peut être un peu une bonne pratique ou en tout cas une bonne acclimatation pour ce qui s'en vient sur l'UTMB ensuite? Ouais, je pense que c'est une bon terrain. C'est sûr que c'est les plus petites montées. Et puis, je pense que c'est un peu plus raide et un peu plus technique. OK. Mais n'empêche que c'est un ratio, c'est 115 kilomètres et un peu plus de 5000 mètres de dénivelé. Donc, je pense que c'est un peu plus dans mes cordes. Puis, c'est les plus petites montées, les plus petites descentes. C'est ça l'avantage, en fait, quand tu tapes une aussi grosse montée que la Transvulcania, c'est qu'après ça, tout te semble assez court en termes de dénivelé Ouais, c'est ça. positif. Et puis, j'ai hâte là, d'aller faire des petits pitchs de 700 mètres à la fois. Là, je pense que ça va bien me recrinquer. Là. Chaque descente va me préparer pour la prochaine montée. Là, c'est ça, il y a beaucoup de Québécois qui sont allés à travers les années, puis tu sais, tu t'imagines, c'est en Suisse, donc c'est les Alpes, c'est des montées de 1500 mètres, mais c'est une section de la Suisse qui est justement pas directement dans les Alpes, puis c'est un terrain qui peut ressembler quand même au Québec, dans le sens où, comme tu dis, c'est des pitches de 700 mètres, ça ressemble plus à ce qu'on peut vivre ici dans Charlevoix, ou Mont-Saint-Anne, ou à Bromont, versus du 1500-2000 mètres d'une montée, d'une traite, là. Ouais, puis je pense que tu sais, je pense que nos origines viennent aussi former nos forces et nos faiblesses. Il y en a, je suis sûre, qui sont capables de battre un peu là, le stéréotype et leur environnement, mais c'est sûr que moi, avoir grandi avoir grandi et m'entraîner au Québec, c'est sûr que ça a eu un impact sur ma capacité à justement faire des grosses, grosses, grosses montées, mais j'ai hâte de voir un peu la Suisse canine. Ça devrait être beau, ça devrait être le fun. Une belle journée, j'ai déjà hâte, ce qui est bon signe, à moins d'une semaine d'une course, d'avoir déjà hâte à la prochaine. C'est excellent. Ça veut dire que tu es revenu vite en mode compétition, puis let's go, on repart. Tu le disais, tu vas être à la Hard Rock. Tu vas pacer Camille Brouillard. Est-ce que ça va être ta première expérience comme pacer? Non, j'ai déjà passé le président de ma compagnie, Simon Marcel, OK. à la Western States en Ah, 2019. Ouais. Et puis, j'ai déjà passé Caroline Côté au QMT. OK. En fait, j'essaie de me rappeler s'il y en a d'autres que j'ai fait. Mais non, j'ai déjà fait ces deux expériences-là. Il y en a peut-être que je manque et je suis désolée pour ceux. Si Écrivez-nous. jamais. Ouais. Mais non, j'ai fait plus souvent la crew que le pace, en fait. Ouais. Mais
Là, tu passes beaucoup de temps avec Camille. Est-ce que vous parlez déjà de la Hard Rock? Est-ce que vous parlez déjà un peu de ses attentes pour toi qui sera la pacer? Non, mais en fait, l'important, c'est qu'on se connaisse beaucoup. Puis l'important aussi, c'est qu'on reconnaisse nos allures, la façon qu'on fonctionne. On en a parlé beaucoup parce que on trouve ça drôle. À chaque fois qu'on est ensemble, c'est souvent elle qui est devant, puis moi, je suis derrière. Et puis, je lui ai demandé habituellement, ses pacers sont devant ou derrière parce que tout le monde a une préférence habituellement. Ouais. Puis, tu vois, moi, je préfère avoir le pacer devant. Puis, c'est ça, elle disait probablement plus derrière. Donc, ça s'explique aussi par nos façons de s'entraîner. Mais non, effectivement, en fait, on va s'entraîner ici. Puis, par après, au Colorado, en fait, on y va longtemps en avance parce qu'on va aller faire la Soft Rock. Mm-hmm. Donc, on va aller faire le parcours de la Hard Rock fin juin. OK. Et donc, on va avoir encore plus de temps de se préparer. Mais non, je te dirais que les discussions sont pas nécessairement planification Hard Rock, mais tout ce qu'on fait, en fait, on est consciente qu'on est ici pour ça. Puis, sans le savoir, je suis sûre qu'on s'ajuste au fonctionnement de l'une et l'autre, et potentiellement plus moi vers elle en ce moment, mais les rôles pourraient potentiellement changer par après. Ouais, puis tu sais, développer une amitié, une complicité, ça reste que c'est la meilleure chose que tu peux avoir pour un pacer. Je veux dire, oui, il y a, comme tu dis, il y a l'organisation qui est devant, mais concrètement, la plus grande force, j'ai l'impression, d'une pacer, c'est de connaître son coureur. Puis ce que vous faites en ce moment, nécessairement bénéficie pour ça, mais ça va être un beau trip entre amis de faire et la soft rock et d'aller passer. C'est quand même une grosse job de pacing, la hard rock. Je pense que tu peux rentrer à partir pour le dernier 40 miles. Ouais, t'as 90 kilos, en fait, où elle a le droit d'avoir un pacer. C'est vraiment pas sûr que je le fasse au complet. On a aussi Martina, là, notre collègue chez Salomon, qui sera présente. Et puis, il y a son frère aussi, à Camille, qui sera là. Donc, potentiellement que je ferai une grande section, mais potentiellement pas tout. Et puis, faut pas oublier faut pas négliger que pour moi aussi, c'est 90 kilos au pace de Camille sur la Hard Rock. C'est pas non plus négligeable. Donc, effectivement, je pense que si on peut avoir plusieurs pacers ou si elle a besoin de moi, c'est sûr que je vais être partante pour le faire. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir plus qu'un pacer de planifier. Ça fait du sens. Tu sais, quand la job du pacer est un ultra en soi, tu sais que c'est quand même une grosse journée. Puis c'est pas négligeable, ça reste qu'il faut que tu y penses. Tu sais, quand c'est, je sais pas, le dernier 20 kilos d'une course, si c'est un coureur qui est habitué de faire de la longue distance, 20 kilos, il peut être 100% dédié à son coureur, mais tu sais, les gens sur la Hard Rock qui ont un pacer qui fait 90 km, sur 90, t'as le temps toi aussi, comme pacer, d'avoir des hauts, des bas, puis d'entrer dans Pain Cave, alors que t'es supposé être là pour ton coureur. Là. C'est un gros projet. Ouais, c'est un projet non négligeable. Faut pas négliger aussi l'altitude à laquelle tu te retrouves. Puis c'est pas tout le monde qui réagit nécessairement de la même façon à l'altitude. Donc, c'est tous des facteurs qui sont importants à considérer. Puis c'est sûr qu'elle devrait avoir plus qu'une option possible. Là. Je suis pas non plus à l'abri de qu'il m'arrive quoi que ce soit. Non, ça arrivera pas, ça, Marianne. Non, mais c'est bien de planifier, disons. Oui, c'est ça. J'avoue que ça va être un gros mois de juillet parce que c'est des montagnes qui sont très abruptes. On a vu à travers le temps beaucoup d'athlètes faire le combo même comme coureur Hard Rock UTMB. C'est des profils similaires, mais ça reste que c'est un terrain qui peut être un peu différent, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux pour se préparer pour l'UTMB que d'aller jouer aussi longtemps dans des hautes montagnes, en hautes altitudes. Quand tu passes ton temps à 3-4 000 comme tu vas vivre au Colorado sur la Hard Rock, après ça, le Grand Col Ferret puis son altitude, c'est plus impressionnant, là. C'est vécu pire. Ouais. C'est ça l'idée, tu sais, puis je me dis tant qu'à me déplacer jusqu'au Colorado pour faire ça, je veux maximiser mon temps là-bas. Et puis c'est la beauté de ma vie actuellement, c'est que j'ai la liberté de le faire, puis je saisis l'opportunité, là, c'est certain. Ben oui, c'est clair, on va se voir là-bas. Moi, je vais être à Silverton pour la semaine avant la course. On aura certainement l'occasion de nous jaser. Je vais même débarquer là avec de la bière Noctem, écoute. Ouais, j'ai vu, c'est cool ça. Ben oui, c'est cool. Je sais pas si ça sera de la pas sortie du bois, parce que là, on sort une bière pas sortie du bois avec Noctem, mais... ouais, c'est ça que je veux dire, que c'est cool. Moi, c'est prévu que là-bas, dans mes valises, il y aura de la bière Noctem, fait que mes invités, les gens que je vais interviewer là-bas vont repartir avec une bière. C'est quand même pas super, là. Tu me donnes 15 minutes d'entrevue, je te donne une bière, c'est un bon deal. C'est un très bon deal. Un bon ratio. Tout est là, ça fait comme 17 heures que je te donne depuis 2 ans et demi. J'ai pas eu une bière. Non, mais j'allais demander si l'entrevue dure 1 heure, est-ce qu'on a 4 bières? C'est un ratio ou quoi? Ça se négocie. Tant que tu demandes pas un rétroactif sur les 2 dernières années de podcast. Parce que là, ma valise passera pas les douanes. Là, ça va être beaucoup trop lourd. Ils vont trouver ça louche.
Ouais, c'est clair. Je le disais tantôt, le film Petit train va loin d'Émile David de la gang de Altitude Sport est sorti sur ton Ultra Trail Cape Town. C'est sorti il y a quelques jours. Je l'ai écouté, bien sûr, avant qu'on enregistre. C'est vraiment, vraiment le fun. Moi, j'aime ça, un documentaire qui est court, dans le sens où on encapsule en 30 minutes beaucoup, beaucoup d'affaires. On voit ta préparation, on voit les jours avant, on voit la course, on la vit vraiment bien. Tu sais, leur équipe est, je veux dire, est pas juste au ravito où tu as accès à un crew, sont là, même, à un moment donné, ils se promènent à 2 kilomètres plus loin, puis on voit le dépassement, puis on voit le temps que tu rattrapes sur la coureuse. On va pas tout donner, là, les gens allaient écouter ça. Est-ce que tu as eu l'occasion de le voir depuis qu'il est sorti? Ouais, je l'ai regardé. Es-tu content du résultat? Ouais, je suis très contente. En fait, j'aurais aimé ça l'avoir pour l'écouter avant la course, me donner des énergies positives. Ouais. Mais non, je suis très contente du résultat. Je pense qu'ils ont fait un très bon travail, comme tu dis. C'est cool aussi des fois de montrer plus l'arrière-scène d'un ultra. Tu sais, on le dit à maintes reprises qu'un ultra ne se court pas tout seul. Puis je pense que le film montre bien là, que j'ai pas du tout été toute seule. Et puis c'est trop cool de voir l'équipe d'altitude, Benoît, mon crew, Caitlin, ma coéquipière, Thibaut les jours d'avant, tous les éléments qui font en sorte qu'un événement comme ça est mémorable. Et puis je trouve qu'ils ont fait un très beau travail aussi à montrer le suspense qu'il y a de plus en plus dans les ultras. Je pense que c'est non négligeable, là, le fait qu'on se retrouve deux coureuses sur le podium à 10 km de l'arrivée alors qu'il reste en fait au dernier ravitaillement. Je pense que c'est ce qui rend notre sport de plus en plus excitant et de plus en plus beau aussi. Ouais. Et puis ça montre aussi que le calibre est de plus en plus élevé quand les écarts sont de plus en plus courts. Donc, un très beau travail de leur côté. Puis, ça m'a donné le goût de retourner à Cape Town. Les images sont magnifiques. Là, on avait parlé avec Anne à votre retour. Puis, vous nous parliez à quel point vous aviez eu un coup de cœur immense pour cet endroit-là du monde. Mais le film le rend vraiment bien aussi. Là, il y a des plans avec un drone. Puis, on voit vraiment la végétation. On voit les terrains hyper techniques. On voit le type de sentier qui est complètement différent de ce il y a pas de comparatif dans ce qu'on connaît ici. C'est vraiment hot, là. Ouais, c'est un très beau pays, puis la région est magnifique. Là, en fait, le parcours, je pense qu'il doit être parmi les plus beaux parcours d'ultra au monde. Là. Donc, il y a une raison pourquoi je suis retournée 2 fois, puis il y a une raison pourquoi, même en regardant le film, j'ai le goût d'y retourner. Le titre Petit train va loin, c'est une phrase qu'on entend souvent. Je pense que c'est une expression typiquement québécoise, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est une expression qui, pour moi, en fait, me représente bien. Parce que, des fois, en fait, dans tout ultra, j'ai souvent des downs. Et puis, c'est un peu ce que j'ai vécu dans la Transvulcania. C'est juste que, malheureusement, à la Transvulcania, j'ai pas eu l'occasion de sortir de mon down. Je suis juste restée dedans. Et puis, l'expression, pour moi, petit train va loin, c'est comme pour les rassurer un peu. Je sentais que, tu sais, la fois que je les avais vus préalablement, j'étais en 2e position. Là, j'arrivais en 3e et je m'étais tourné la cheville. Et clairement, j'avais de la difficulté à avancer. Et puis, j'ai senti, tu sais, que eux, évidemment, ils ont pas voulu, tu sais, ils ont été très positifs quand ils m'ont accueilli et tout, mais j'ai voulu me rassurer et les rassurer en même temps en disant, inquiétez-vous pas, tu sais, mon down va passer et je vais revenir de l'autre côté parce que je suis plus un diesel, je suis plus un petit train qui va loin. Et puis, ça a sorti tout ça, c'était comme si, encore une fois, je sais pas si je l'ai dit plus pour eux que je l'ai dit pour moi, mais ça a sorti, puis j'ai dit petit train va loin, puis je me suis gardé ça dans la tête en me disant que la course n'est pas finie. Et puis je pense que c'est souvent ça qui arrive dans un ultra, c'est quand tu frappes un down, tu penses que ta course est finie là, mais en réalité, il faut juste que tu pousses à travers, puis tu vas sortir de l'autre côté. Et puis c'est un peu ce que ça représentait pour moi, disons. Je pense que c'est une expression qui encapsule parfaitement ce qui est la longue distance, peu importe c'est quoi votre longue distance. C'est ça, faut endurer des fois puis des moments difficiles, mais faut jamais arrêter. Puis tu sais, on dit souvent qu'en ultra ou en trail, c'est pas ton kilomètre le plus rapide qui compte, c'est ton kilomètre le plus lent, dans le sens où t'as bien beau partir puis être à 4,30 du kilo le premier 5 kilos. Si t'as un kilomètre en 32 minutes parce que t'es 20 minutes assis dans un ravito, c'est ce kilomètre-là qui va faire une différence plus loin dans tes objectifs ou dans ta course. Puis le petit train va loin, c'est ça. Je pense que c'est une bonne phrase à se répéter quand t'as le goût de t'arrêter sur le bord d'une roche puis t'asseoir 15 minutes. Non, tu sais, petit train va loin. Pas besoin d'être à un gros pace, pas besoin d'être à grosse intensité. Juste marcher
plutôt que de t'asseoir. Ça va autant te faire du bien, entre guillemets, si t'as mal aux jambes et t'as besoin d'un petit break. Mais tu continues d'avancer. Il y a des kilomètres qui descendent, il y a des mètres qui avancent. Puis je suis même surpris que personne n'avait encore appelé un documentaire de trail. Ça me semble que ce serait un excellent nom de podcast, ce serait un excellent nom de documentaire. Voilà, le copyright est arrivé, le film d'Altitude Sport. Puis je trouve ça le fun parce que quand j'ai vu le titre du film, je me suis dit, hey, c'est malade, c'est tellement ça l'ultra. Puis là, on t'entend lancer la phrase comme ça en pleine course. OK, j'ai comme fait, OK, c'est vraiment quelque chose d'authentique qui s'est passé pendant la course qui a inspiré ça, mais dites-vous ça, les gens, quand c'est dur, hein, c'est pas... il y a la Pain Cave, il y a l'allégorie de la Pain Cave qu'on entend beaucoup Courtney parler. Maintenant, on va parler du petit train va loin de Marianne. Petit train va loin. La fin, c'est que toi, tu peux le dire, petit train va loin, parce que Camille Bruyat, qui mesure 6 pieds, peut pas dire petit train va loin, tu sais, c'est grand train va loin aussi, mais... Ouais, c'est différent. Ouais, j'ai aimé ça parce que moi aussi, quand ils m'ont envoyé le film avec le titre, j'avais oublié que j'avais dit cette phrase-là à ce moment-là. Et donc, j'ai trouvé ça cool parce que c'est sûr que, en fait, ça exprime très bien, toutes mes stratégies de course, en fait. C'est toujours pour être pas loin. Et puis, encore une fois, pour le ramener à l'actualité, c'est que j'aurais aimé ça que le petit train aille encore plus loin à la Transvulcania. Tu sais, j'ai manqué de kilomètres là, pour tourner un peu la page sur le côté négatif qui se passait. C'est ça, j'allais dire, Marianne, c'est juste qu'il te manquait 30 km à cette course-là. Il fallait que ce soit une Transvulcania 100 parce que tu dis que t'es rentré dans ton down, t'en es pas ressorti, mais si on regarde ton Cape Town, c'est pas au kilomètre 73 que t'en es ressorti, c'est plus tard. Fait que moi, je pense qu'il faudrait que tu leur parles à la course, mais Transvulcania, il vous manque au moins 25-30 kilos pour que ça marche vraiment, là. Il faudrait une Transvulcania ultra, là, tu sais. Ultra, c'est ça. Je pense que, en tout cas, on lance ça s'ils nous écoutent. Exact. Marianne, c'est toujours un grand plaisir de jaser. Je sais que les gens l'attendent, l'épisode avec Marianne. On m'écrit littéralement chaque semaine. Là, c'est quand le prochain avec Marianne? C'est toujours le fun de jaser. C'est toujours un beau moment. Puis c'est toujours le fun de voir ce qui se passe dans ta vie, dans ta préparation pour les prochains défis. On va surveiller la Swiss Canyon Trail. On va surveiller la Hard Rock. Puis bon, là, moi, je vais être à Silverton. Tu vas être à Silverton. Il n'y a personne ici qui pense que ça arrivera pas. Là, on va falloir s'asseoir soit là-bas, soit en amont, mais il va falloir jaser sur place parce que là, on a un ratio de Zoom versus présentiel un peu trop grand. Faut rapprocher ça. Fait qu'on aura certainement l'occasion de se jaser à Silverton, à Ury, quelque part sur le parcours, près de la Grosse Roche. Yes, parfait, j'ai hâte. Surtout si c'est une bière par 15 minutes. Ben là, c'est ça. Puis là, on a l'habitude de jaser beaucoup. Fait que je vais remplir mes valises, Marianne, je te promets. C'est bon. Comme d'habitude, moi, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Capic 1, on l'a pas dit, mais moi, il est de bonne heure le matin. Fait que je suis sur le café. Mes amis de Capic 1, toujours fidèles au poste comme partenaire de café. Côté bière, ben, le Noctem, t'es le premier épisode post-lancement de la bière pas sortie du bois. Fait que ceux qui écoutent au Québec, vous pouvez la trouver. Elle est dans 400 points de vente partout en province. N'hésitez pas à vous prendre en photo avec et partager ses médias sociaux. Moi, je vais repartager ça parce que c'est quand même très cool. C'est une belle surprise que Noctem m'a réservé en dédiant une bière au podcast puis en l'envoyant partout en province. Le beau Lynx pas sorti du bois sur la canette va se promener un peu partout. Fait que je les remercie. Je remercie Nac aussi qui est ton partenaire, mon partenaire pour le podcast, pour la course. Puis Marianne, on se dit à une prochaine fois autour d'un micro et autour d'une bière. Puis à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.